êtes les seuls à qui j'ai pensé en proposer. C'est ça, on s'améliore. Bonsoir, n'hésitez pas à vous asseoir, etc. C'est la dernière conférence qui va plutôt être une discussion, d'ailleurs. Hop, j'installe ça. Donc, je suis Benjamin, militant au Havre des Luttes, et nous allons donc entamer une discussion avec Daisy Le Tourneur. Donc, Daisy, tu es autrice depuis 2017 sur le blog La M'Expliqueuse. Et tu as sorti en 2022 donc ce livre On ne naît pas mec, qui est un peu le départ de notre discussion de ce soir. Un excellent livre pour toute personne qui justement voudrait réfléchir à la fois sur les masculinités des hommes qui les entourent, mais aussi pour les hommes, pour à un moment donné démonter des lieux communs. Tu es aussi militante trans lesbienne au sein de l'association transféministe Toutes des femmes. Voilà. Dans ton blog et dans le livre, tu étoffes justement des réflexions autour du fait que la masculinité est une construction sociale. Ça n'est pas un état de nature, contrairement à la façon dont nous le vend d'habitude. Tu nous parles d'homosocialité. On reviendra peut-être un peu dessus, je ne sais pas, on verra au fil de la discussion. Tu fais des rappels nombreux et statistiques qui sont souvent nécessaires autour de la masculinité parce que justement il y a des mythes qui traversent et puis qu'il y a quand même une propagande autour de la masculinité pour maintenir le patriarcat et des statistiques qui nous rappellent le poids de cette masculinité dans la société. Donc, moi j'ai une première question. Est-ce que tu peux, peut-être les gens qui ne sont pas au courant, nous rappeler quelles sont les différentes masculinités? Parce que là, on va parler beaucoup de la masculinité, mais en fait, il y en a plusieurs. Et quelles sont les caractéristiques de ces masculinités? Alors, effectivement, on parle souvent des masculinités au pluriel. Et ça vient notamment du travail d'une sociologue qui a fondé les études des masculinités, qui s'appelle Rewin Connell. Et elle a en gros divisé les masculinités en 4. Il y a ce qu'elle appelle la masculinité hégémonique, qui, en gros, c'est dans une société donnée, à un moment donné, qu'est-ce que c'est d'être un homme qui a le plus de succès, qui a le plus réussi, qui s'impose le plus, qui est le modèle à suivre. Donc ça, c'est la masculinité hégémonique. Et derrière ça, il y a d'autres masculinités qui sont la masculinité complice déjà, qui va en fait peut-être être là où on trouvera le plus de monde. La masculinité complice, en fait, c'est l'ensemble des pratiques qui vont pas venir renforcer la domination masculine et le patriarcat, mais qui vont en profiter de façon un peu plus passive. Là où la masculinité hégémonique, en fait, elle vient perpétuer en fait le patriarcat. Et ensuite, il y a les notions de masculinité subordonnée, qui regroupera plutôt les masculinités homosexuelles, les masculinités trans et toutes ces personnes dont en fait l'expression de la masculinité va être plutôt à rebours de la masculinité hégémonique et va vraiment s'inscrire en faux. Et enfin, une quatrième qui est la masculinité marginalisée, où là, c'est quand en fait quelqu'un aurait les capacités à être dans la masculinité hégémonique, mais il y a une caractéristique de la position sociale de cette personne qui va l'empêcher d'exercer et d'avoir accès à tous ces privilèges, par exemple parce que c'est une personne racisée, parce que c'est une personne handicapée, parce que c'est une personne
grosse, etc., etc. Ce qui est important à retenir dans cette conception et qui est souvent un malentendu sur le concept de Rewin Connell, c'est que c'est pas il y a un mec et c'est lui la masculinité hégémonique et ça ne bouge pas. En fait, ce qu'elle décrit, c'est plus un ensemble de pratiques. Et à un moment dans sa vie, voire à un moment dans la journée, un homme va pouvoir en fait s'inscrire dans les pratiques hégémoniques et puis après se retrouver marginalisé dans un autre contexte. Si on prend l'exemple de par exemple, l'exemple d'un homme racisé va être marginalisé, sa masculinité va être marginalisée quand il sera dans, par exemple, son boulot, s'il travaille dans un milieu où majoritairement blanc, et puis il va rentrer chez lui, dans sa famille, et d'un coup, là, il aura tout le moyen d'exprimer une masculinité hégémonique. On peut avoir le cas de... par exemple, Damien Abad, qui est un député macroniste qui est handicapé et qui du coup était dans plein de situations de sa vie pas tout à fait à même d'exprimer une forme de masculinité qu'on verrait comme hégémonique, mais qui par ailleurs était en fait aussi un député, donc quelqu'un avec beaucoup de pouvoir, et resté un homme et qui s'est servi de ça, malgré l'image dévirilisante, démasculinisante qu'on a des personnes handicapées. Il a commis de nombreuses agressions sexuelles. Voilà. Donc, il y a cette façon-là de concevoir les masculinités et d'en parler au pluriel. Il y a une autre façon qui est un peu proche, mais pas exactement la même, de parler de masculinité au pluriel. C'est aussi de penser que, en fait, quand on étudie globalement les masculinités dans un pays donné, dans une communauté donnée, si on étudie les masculinités noires en France métropolitaine, c'est pas la même chose que si on étudie les masculinités blanches en Suède, et c'est pas la même chose si on va étudier les masculinités des personnes handicapées au sein d'un ESAT, c'est pas la même chose. Et donc il y a en fait toutes sortes de masculinités qui existent, qui peuvent s'exprimer avec leurs normes, avec leurs pouvoirs qui peuvent être différents selon leur milieu. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle au pluriel. Après, il y a, dans mon travail et dans mon bouquin, il y a une espèce de tension. En fait, globalement, dans les études sociologiques, dans la recherche universitaire, il y a une volonté de plus en plus d'aller vers le spécifique, d'aller étudier une communauté en particulier. Et parfois, on a un peu l'impression qu'en faisant ça, il n'y a plus personne qui parle du général, qui parle des classes, et ça peut être un peu mal vu, limite, de généraliser, parce que si je dis un truc sur les mecs, en général, on va me dire oui, mais il y a des hommes gays et c'est pas comme ça pour les hommes gays, ou il y a des hommes racisés, c'est pas comme ça pour les hommes racisés, etc. Et oui, effectivement, c'est important de garder ça à l'esprit. Mais en fait, il ne faut pas non plus, je pense, s'interdire de penser de façon un peu plus globale et d'observer les dynamiques qui existent dans la société à un niveau global. Sinon, ça revient à faire ce qu'on appelle le not all men, en fait. C'est à dire, oui, mais en fait, il y a des hommes qui souffrent. Mais donc, on peut pas parler du patriarcat. Tous les mecs ne sont pas des violeurs, etc., etc. Et en fait, à force de tout étudier au microscope comme ça, on s'interdit de constater un truc que pourtant on sait toutes et tous, qu'il y a aussi des forces globales et il y a aussi un truc dans la masculinité qui
qui traverse un peu toutes les nombreuses différences qui peuvent s'exprimer dans la classe, dans la race, dans le validisme, etc. Et du coup, à la fois, effectivement, des fois, dans le bouquin et dans mon travail, je sors le microscope pour observer les masculinités au pluriel et j'ai essayé d'aller un peu dans la finesse du truc. Mais il y a d'autres moments où le microscope, c'est pas l'outil adapté, et d'autres moments où j'utilise cette image souvent plutôt j'utilise le bulldozer. Voilà. Mais justement, est-ce que, comment dire ça, en regardant les dynamiques de hiérarchie au sein des masculinités, parce que c'est ça qui est en fait important à retenir dans ces quatre masculinités, c'est qu'elles sont hiérarchisées entre elles, avec au sommet la masculinité hégémonique. Est-ce que justement, on ne peut pas trouver un commun à la masculinité en général et qui justement serait presque les valeurs du patriarcat? Ouais, tout à fait. C'est là où justement ce besoin d'aller vers un peu plus prendre de la hauteur et regarder les choses à un niveau global. Et en fait, si en tout cas les sociologues qui font bien le travail, et c'est ça qui m'intéresse, c'est quand en partant du spécifique, d'une communauté spécifique, d'un terrain particulier, on apprend des choses en fait sur l'ensemble. Un truc où tu parles de la hiérarchie, justement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand on étudie les masculinités, c'est que c'est toujours un peu hiérarchique, c'est un peu une compétition permanente qu'il y a entre les hommes qui se joue, et entre différentes façons d'être un homme, en fait. Un truc super important pour être un homme, en fait, c'est d'être toujours en compétition avec les autres hommes. Et ça se retrouve malheureusement jusque dans des formes de masculinité qu'on pourrait dire alternatives et qui se veulent parfois plus safe et déconstruites. En fait, on voit souvent ça dans les milieux militants, c'est-à-dire que arriver au Havre des Luttes, par exemple, et se comporter comme un gros macho hyper viriliste, etc. Je pense que généralement, ça passe pas bien dans ces milieux-là et dans les milieux gauchistes et militants en général. Et ce qui est plus valorisé, ça va être une forme de masculinité qui est un peu plus sensible, un peu plus à l'écoute, et qui maîtrise certains vocabulaires du féminisme, etc. Et c'est moi, quoi. Voilà. Et j'ai gagné la compétition pour venir sur scène. Et justement, le problème, c'est qu'en fait, du coup, ça s'inscrit aussi souvent toujours dans une compétition, et c'est très difficile de sortir de cette logique de compétition où, au final, dans l'esprit de beaucoup d'hommes, en particulier hétérosexuels, il y a toujours cette idée que ils sont là les uns contre les autres, et du coup ce sera qui sera plus féministe et montrera le plus aux filles qu'il est plus féministe que le mec d'à côté, pour au final se mettre sur un piédestal et montrer qu'il est le plus fort. Et on parlait tout à l'heure de la notion d'homosocialité masculine qui a beaucoup été étudiée. Pardon. Elle a beaucoup été étudiée par une chercheuse américaine qui s'appelle Eve Kosofsky-Sedgwick, qui du coup a écrit sur les hommes et sur les amitiés masculines et sur la façon dont les hommes avaient tendance à ne pas pouvoir exprimer leur amour des uns pour les autres, parce que notamment il y a cette notion de compétition, et de compétition pour l'attention des femmes, entre autres. Et en fait, elle montre comment souvent les hommes
pour ils se mesurent entre eux à travers la recherche de l'attention et de l'affection et de la sexualité des femmes. Mais dans cette relation-là, souvent, les femmes sont une sorte de pion pour montrer aux hommes qu'on est en fait le plus fort et avoir l'attention des autres hommes. C'est un truc qu'une anthropologue qui s'appelle Mélanie Gourarier a montré en allant étudier les communautés de mecs qui se dévouent à la séduction. Les pick-up artistes, c'est ça? Voilà, qui en général se forment autour d'un coach qui va donner des cours de séduction à des mecs qui ont du mal à pécho et qui vont leur dérouler généralement tout un discours qui est hyper misogyne, qui leur explique qu'en fait, il faut traiter mal les meufs pour pouvoir coucher avec, parce que ce qu'elles cherchent, c'est vraiment un mec dominant qui les traite comme de la merde. Et au final, dans ces communautés-là, ce que les mecs viennent chercher, c'est plus tellement du sexe avec des femmes, c'est une communauté de mecs qui, entre eux, vont se valoriser et en fait voir dans le regard des autres hommes se donner de la valeur. Parce qu'en fait, les femmes ne peuvent pas vraiment elles-mêmes seules donner de la valeur à ces hommes, parce que les femmes sont dénigrées, sont des créatures inférieures, etc. En fait, ça compte pas tellement d'être bien vu par quelqu'un qui est en dessous de soi. Ce qui compte, c'est la validation de ses pairs. Et cette dynamique-là, en fait, on la trouve effectivement dans des communautés ultra misogynes et souvent liées à l'extrême droite aussi, parce que par exemple, Alain Soral a beaucoup construit sa carrière autour de ça. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait Sociologie du dragueur, qui n'était pas du tout de la sociologie, mais qui était... qu'il a vendu plein, très cher. Mais qui était plus un manuel de justification pour dragueurs misogynes. Et donc, en fait, ces dynamiques-là, malheureusement, on ne les retrouve pas que à l'extrême droite. On les retrouve aussi dans les milieux militants de gauche. Et c'est des trucs qui vont à terme gangréner en fait tous nos milieux. Mais justement, est-ce que, selon toi, il y a encore quelque chose... Parce que tu l'as dit, la compétition, elle est centrale. Et la question que je me posais en préparant cette rencontre, c'est si la compétition, c'est un peu la racine pourrie dans la dent, tu vois, si on la dévitalise, cette dent, en enlevant la racine, est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver, en fait? Est-ce qu'il y a encore vraiment des valeurs proprement... Enfin, de la masculinité qui seraient intéressantes à sauver, en sachant que, et je ne l'ai pas dit... dans mon introduction, mais tu reviens sur justement des valeurs ostentatoires de la masculinité, la responsabilité, l'impassibilité face le contrôle des émotions, etc. Et tu dis bien à quel point c'est une hypocrisie de la masculinité que souvent les hommes ne prennent pas leurs responsabilités, ne montrent qu'une impassibilité de façade pour laisser éclater, par exemple, la colère, qui est l'émotion qu'on nous autorise, et qu'on s'autorise aussi, pour laisser éclater sa colère sur son entourage, dans le cercle familial, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver, vraiment, dans cette masculinité, selon toi? En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que si on fait, je sais pas, un micro-trottoir et tout, on demanderait aux gens c'est quoi être un homme et tout. Il y en a qui nous sortiraient des trucs c'est prendre ses responsabilités, c'est assumer. Il y a beaucoup ça
les gens adorent dire assumer, sans trop savoir ce que ça veut dire. C'est porter ses couilles. Ça, j'adore. C'est supporte toute seule. Voilà. Et puis, et en fait, c'est aussi être actif, protéger sa famille, etc. Être conquérant. Ouais, et en fait, beaucoup de ces valeurs, de ces trucs, être responsable et assumer ses responsabilités, c'est quand même un truc que, au final, quand on se penche un peu dessus, je veux dire, les femmes vont être bien souvent beaucoup plus responsables parce que qui abandonne les gamins en masse, c'est pas elles, c'est les mecs qui est-ce qui est finalement dans une position généralement où elles sont obligées d'assumer, c'est les femmes. Qui est-ce qui... aussi, être un homme, c'est travailler, mais les femmes travaillent plus que les hommes, puisqu'elles font une double journée de travail, et ça, il y a... toutes les statistiques de l'INSEE qui étudient le temps libre, en fait, qui reste aux hommes et aux femmes, montrent que ça ne bouge pas. Les hommes ont toujours plus de temps libre que les femmes, de l'ordre de 1 heure par jour en moyenne, parce que les femmes assurent les tâches domestiques. Et donc, cette idée que, par exemple, les hommes travaillent pour soutenir leur famille et subvenir à leurs besoins de leur famille, elle est fausse en fait, parce qu'ils travaillent moins. Et du coup, ils en font moins. Et si les femmes arrêtent de travailler, tout se casse la gueule. On connaît beaucoup d'exemples et de témoignages de femmes qui ont décidé, en fait, j'en avais marre, j'ai décidé de faire la grève des tâches domestiques, et elles arrêtent au bout d'un moment parce qu'elles n'en peuvent plus, parce que c'est dégueulasse. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à sauver des masculinités? En fait, je pense que c'est pas une question à laquelle je peux vraiment répondre, parce que évidemment, il y a des mecs qui font des trucs bien. Il y a des mecs qui accomplissent des choses géniales. Il y a des mecs qui luttent, et qui militent et qui font des trucs super, etc. Et je ne dis pas le contraire. Mais ces choses-là, en général, ils ne les font pas parce qu'ils sont des hommes. Ils le font parce qu'ils sont des êtres humains, parce que le fait d'être un homme ou une femme, c'est pas la seule chose dans le monde qui nous définit. Mais pour reprendre l'analogie du féminisme matérialiste que Zoé expliquait tout à l'heure, si on considère en fait le genre comme un système d'oppression qui divise la société en 2 classes, et ben les mecs, c'est les patrons. Et si tu commences à me dire ouais, mais qu'est-ce qu'il faudrait pas sauver du patronat quand même? Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes choses? Il y a beaucoup de gens ici qui voient tout de suite l'absurdité du truc. Il y a ouais, mais quand même, les patrons, ils sont volontaires, ils accomplissent beaucoup de choses, ils travaillent beaucoup. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même un peu la même chose qu'on dit des mecs. Hein. Ils assument, ils sont obligés d'avoir des gros salaires parce qu'ils portent la responsabilité de toute l'entreprise, en fait. Ils assument, ils ont une grosse responsabilité. C'est encore une fois la même chose. Et en fait, le but, pour moi, c'est pas de prendre des bons trucs de la masculinité et de laisser et de le laisser aux mecs, tout comme c'est pas d'avoir des patrons plus gentils qui sont les patrons de gauche, etc. Non, c'est qu'il n'y ait plus de patron et que chacun soit son propre patron, que chacun soit, enfin, qu'on ait et qu'on fasse du collectif. Et c'est la même chose avec le genre, en fait. C'est que moi, je veux que les choses qui sont permises aux hommes soient aussi permises aux femmes et aux autres. Je veux que
je veux que ce soit plus une question, en fait. Et du coup, il n'y a pas... je pense que penser encore en ce terme de définir une bonne masculinité, une bonne façon d'être un homme, c'est un moyen de finalement perpétuer quand même cette division de genre en essayant de créer, de réformer un système que moi je veux complètement foutre par terre. Oui. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que pas de réforme de la masculinité, abolition du genre, voilà. et on construit ensuite sur des valeurs qui ne sont pas des valeurs de genre. Voilà. Je voulais t'interroger sur la virilité, parce que souvent on met ces deux choses comme si elles étaient synonymes, masculinité et virilité. Pourtant, c'est quand même une notion qui a été quand même pas mal interrogée, réappropriée, justement, notamment par les lesbiennes, et notamment par le lesbianisme politique. Et est-ce que c'est possible de garder cette virilité justement en s'émancipant de l'angoisse de l'impuissance, parce que c'est aussi ça qu'il y a derrière la virilité, c'est-à-dire tu montes tes muscles, tu affiches une puissance avec cette idée, avec tout un imaginaire de la puissance sexuelle, etc. Et là, avoir cette idée de la puissance qui est quelque chose qui peut être positif, dans une certaine mesure, et tout l'enjeu, il va peut-être être là, la mesure, pour en faire quelque chose qui soit un truc joyeux et pas quelque chose de morbide comme ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est drôle, parce que bon, moi, j'ai presque tous les attributs de la virilité. J'ai une barbe, je perds mes cheveux, on s'en moque, mais en vrai, c'est quelque chose de très masculin, typiquement masculin, de l'assumer en tout cas. Et en même temps, cette virilité, elle sert à rien. Je veux dire, elle n'a aucune utilité dans la vie concrète, à part pour justement jouer la compétition. Ça sert à rien. On travaille pas avec sa virilité, malgré qu'on puisse dire qu'on est là avec sa bite et son couteau. On travaille pas avec sa virilité, on n'élève pas ses enfants avec sa virilité, on construit rien avec. Et c'est proprement inutile, et si ce n'est dans la compète entre hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose, mais peut-être que je viens de répondre à la question en réalité, hein. Est-ce que justement par le prisme des femmes, de toutes les femmes, cis, trans, des lesbiennes, il n'y a pas moyen, il n'y a pas quelque chose à garder là-dedans ou à explorer en tout cas là-dedans? En fait, encore une fois, moi je voulais un peu dépasser dans mon bouquin cette dualité où des fois on nous dit le problème c'est pas la masculinité, c'est la virilité. Parce que je reviendrai quand même à ce que tu dis, hein, je veux pas dire que c'est inintéressant, mais bien sûr, je développe. Au contraire, mais il y a un peu cette tendance des fois à dire, à parler. On parle le problème, c'est la virilité, ou c'est la masculinité toxique, et c'est les hommes pas déconstruits, et ceci et cela. Et le truc de la virilité en particulier, très souvent, j'ai l'impression que ça peut être utilisé pour des motifs fémonationalistes. C'est bien, on recoupe un peu tout ce qu'on a dit ici dans la Frémilly, et notamment en posant comme problème la virilité des hommes racisés qui seraient
foncièrement violents, qui seraient en plus souvent, il y a des études qui sont faites par exemple pour essayer de voir s'ils n'ont pas plus de testostérone, parce qu'on les animalise peu aussi. Ils sont vus comme en fait guidés par un instinct qui serait bestial et qui serait violent, etc. Comparé aux blancs, aux occidentaux, qui sont plus des êtres de culture, etc. Avec en plus un mécanisme de à la fois répulsion et fascination, où les défenseurs de l'Occident nous disent que aussi en même temps que finalement on s'est trop perdu, nous, dans cette culture un peu efféminée, etc. Tandis que les hordes de barbares qui sont à nos portes, eux, ont gardé la célébration de la virilité, de la masculinité puissante et conquérante, etc. Et ils ne sont pas emmerdés avec ces questions de féminisme et de trans et tout ça. Et du coup, il y a un peu tout ça qu'on met dans la virilité, et que je voulais dépasser, et ne pas parler de les bons mecs et les mauvais mecs au final, parce que dès qu'on est là-dessus, on refait le jeu finalement de cette espèce de compétition et entre les mecs, où il y a une définition d'une nouvelle masculinité qui va venir remplacer l'ancienne, et qui, on vous promet cette fois-ci, ça va trop bien se passer, il y aura plus de viol, ou en tout cas on n'en parlera pas, quoi. Il y aura plus de violence, il y aura plus de féminicide. De toute façon, c'est vraiment un truc d'arabe. Et du coup, voilà, une fois qu'on a rappelé ça par rapport à ce que tu voulais dire de la virilité, moi j'ai l'impression que ce qu'on appelle la virilité, c'est effectivement un truc qui est très lié autour de la puissance, autour de aussi l'érection et toute la symbolique de l'idée d'avoir cette capacité à être conquérant et à conquérir en premier lieu les femmes. Et un truc, à quoi sert la virilité? C'est en fait une espèce de construction on construit des hommes pour en faire des créatures qui vont être capables de dominer les femmes et de les exploiter. Et on les construit notamment en leur expliquant, quand ils sont petits, non seulement qu'ils sont plus forts, plus beaux, plus intéressants, plus intelligents que les filles, mais aussi qu'ils ne pleurent pas. Qu'un garçon, ça se contrôle en fait, ça contrôle ses émotions, etc. Et en fait, ce contrôle des émotions, il y a un sociologue qui s'appelle Léo Thiers-Vidal qui a mené des enquêtes auprès de nombreux hommes, y compris des hommes féministes, sur la façon, et il a montré la façon dont ils utilisaient ce contrôle de leurs propres émotions comme un moyen de contrôler les femmes avec qui ils avaient des relations. En fait, en se renfermant et en faisant que la moindre petite marque d'affection, d'attention qu'ils accordaient à leur partenaire féminine devenait un truc incroyable. Il y a une série assez drôle qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend, il y a peut-être des gens ici qui l'ont vu, dans laquelle c'est une sorte de comédie musicale avec des tableaux, des chansons qui représentent les pensées du personnage principal. Et il y a une chanson dans laquelle elle se représente en cactus, qui vit dans le désert et qui peut survivre avec juste quelques graines d'eau qui sont en fait quelques gouttes d'eau qui sont l'attention et l'amour que lui donne l'homme dont elle est amoureuse. Il lui donne juste une goutte d'eau tous les ans, tous les mois, et elle survit à travers le désert avec ça. Et en fait, en jouant en donnant l'amour au compte-gouttes, les mecs deviennent les maîtres quelque part de la relation, parce que elles sont toujours en attente et elles vont faire des choses pour aller le chercher.
Et du coup, la virilité, cette espèce de contrôle de soi-même, bah, je ne dis pas que c'est mal de se contrôler soi-même, mais c'est aussi un moyen de en fait, se contrôler soi-même pour contrôler les autres. Et je pense qu'il y a... c'est une des raisons pour lesquelles on essaye de fabriquer des petits garçons virils. Et une autre raison aussi, c'est pour en faire en fait des soldats, pour en faire des mecs qui vont obéir sans broncher. Et ça peut paraître un truc un peu plus lointain pour nous, où finalement le service militaire, c'est loin. L'idée d'aller faire la guerre, d'être un soldat et tout, c'est un peu loin. Ça va peut-être revenir, mais c'est un peu loin. Mais ça se retrouve aussi dans les pratiques des mecs au travail. Il y a une autre sociologue dont le nom m'échappe, j'ai pas retenu les noms de tout le monde, c'est terrible, qui avait étudié les mecs sur un chantier et leur façon de leur bizutage qui se faisait entre eux, c'était le premier jour tu mets pas ton casque. C'est super dangereux, évidemment. Voilà, et tu mets pas ton casque, tu mets pas de gants. C'est évidemment super dangereux, mais en fait, et c'est en plus, ça se retrouve au-delà de ça dans l'idée de, en fait, j'ai pas besoin des mesures de sécurité pour aller faire mon taf, de monter sur les toits, monter sur les échafaudages, etc. Parce que je suis pas une chiffre molle, je suis pas une mauviette, etc. Et ça, c'est presque une volonté. Enfin, ça fait tout à fait le jeu du patronat aussi, qui veut des mecs qui vont pas aller les emmerder en demandant non mais pourquoi ce truc il est pas aux normes, moi je monte pas sur cet échafaudage parce qu'il risque de s'effondrer, etc. C'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup plus d'hommes qui meurent au travail que de femmes. C'est qu'en fait on leur a appris que la sécurité c'était plutôt quand même un truc de chochotte, et se mettre en danger c'était aussi un moyen de prouver qu'on est un homme, qu'on est un vrai mec, et trouver sa place dans cette compétition perpétuelle à laquelle on revient tout le temps. Du coup, en fait, la valeur de virilité, cette valeur de se contrôler, je pense qu'effectivement, il y a c'est important en société de savoir se contrôler à tout moment et de plein de façons. Mais encore une fois, je pense que c'est pas un truc qui est particulièrement masculin ou particulièrement féminin. Et je pense pas qu'il y ait de valeur qui soit bonne ou mauvaise en soi, mais que l'important c'est de voir comment elle est déployée par les hommes sur les hommes, et comment elle est déployée par les femmes et sur les femmes. Voilà. Bon, du coup, je vais inverser deux questions parce que ça aura plus de sens. Tu es la mère d'un enfant. Comment ton parcours féministe avant et après ta transition a influencé ta façon d'éduquer ton enfant? Et comment est-il possible d'élever un garçon dans une perspective féministe? Alors, c'est une question qui est vraiment pas facile et avec laquelle J'attends pas de réponse définitive. Ouais. Mais en fait, on nous la pose très souvent quand on fait une intervention en tant qu'autrice féministe et qu'on fait une intervention publique. On en blaguait avec une amie qui est éditrice et qui a publié plein d'autrices féministes du coup. Et genre, j'ai fait une intervention sur un truc qui avait pas grand-chose à voir en plus, mais on m'a dit, la première question, c'était... ça venait d'une femme qui était mère et qui me demandait mais comment on fait pour élever nos garçons pour qu'ils soient féministes, pour qu'ils deviennent pas des agresseurs, des violeurs, etc. Et c'est la question qu'on nous pose tout le temps et avec laquelle on est quand même assez emmerdé parce que c'est pas facile, on n'a pas la solution absolue et on sent bien qu'il y a une grosse demande vers cette solution. Moi, ma question, c'est pas tant... même si j'ai terminé là-dessus, genre, est-ce qu'il y aurait une solution? C'est plutôt toi, en tant que parent, comment... parce que quand tu as créé ton blog,
ton enfant il venait de naître ou quelque chose comme ça. Ouais, pas voilà. très longtemps avant qu'il ait né. Comment justement tout ton travail de militant autour des masculinités, autour de la masculinité, comment il a... Parce que quand j'ai lu ton livre, à la fin, je me suis senti, c'est tristement masculin d'ailleurs, hein, un peu enfermé et à pas savoir si si la lecture avait été désagréable, enrichissante, mais du coup désagréable, parce que j'étais un mec, parce que c'était mon ego individuel, parce que j'étais dans la compétition et que j'étais persuadé que en tant que mec, justement féministe, qui a des réflexions là-dessus, qui essaye de réfléchir, qui essaye d'agir déjà au quotidien pour être pour aider à la fois son entourage et essayer d'écraser le moins de gens possible, que j'y arriverai pas. Et que moi, avec ma puissance, j'y arriverai pas. Et comment donc toi, donc avant ta transition et justement après ta transition, qu'est-ce que ça a amené justement dans ta façon d'interagir avec ton enfant dans une dimension éducative, mais aussi peut-être dans une dimension juste émotionnelle, parce que on apprend, enfin, quand on devient père et qu'on prend cette responsabilité-là, parce que tu l'as rappelé, il y a plein d'hommes qui ne la prennent juste pas cette responsabilité. On attend de nous la société attend de nous un certain nombre de choses. Parfois d'incarner l'autorité, tu reviens dessus dans ton livre, de ramener de l'argent. De protéger, avec des gros guillemets, en tout cas, d'empêcher que ce soit les autres qui fassent du mal à sa famille. On ne nous empêche pas de faire nous-mêmes du mal à notre famille. Comment ça a évolué ton regard là-dessus et justement ta relation à ton enfant là-dessus? D'abord, je suis désolé que le livre ne le soit pas. Un peu mis non, mal à l'aise, mais en pas. même temps, absolument pas. J'ai pas écrit un bouquin pour mettre les mecs à l'aise, et je pense que si. En plus, t'en parles au début du livre. Voilà, si t'écris un bouquin, si ton féminisme, il met les mecs cis hétéros à l'aise, c'est que c'est pas du très bon féminisme, c'est raté. à mon avis. C'est raté, je pense. Et du coup, effectivement, en fait, devenir père, du coup, ça a beaucoup joué dans ma transition et dans la réalisation que je voulais être une femme. C'est parce que, justement, je me suis retrouvé dans ce rôle qui était un rôle qui était quand même assez valorisé, de devoir être le père, où on me félicitait parce que je portais mon bébé en écharpe, parce que je changeais les couches, tout ça, c'était genre incroyable, trop bien, c'est pourquoi on ne félicite pas spécialement les mères en général. Non. Et effectivement, tout ce rôle de devoir représenter l'autorité, franchement, c'était pas moi dans le couple qui allait faire ça. J'étais pas la personne la mieux placée, on va dire, et je suis toujours pas. Et en plus, en fait, j'ai pas envie qu'il y ait tellement d'autorité dans ma façon d'éduquer mon fils. Et ce qui a peut-être changé dans mon éducation, ça a surtout changé en fait en rencontrant mon fils et en le découvrant, le voyant grandir au fil des années. Aujourd'hui, il a 8 ans. Et je crois que j'étais, comme beaucoup de féministes au début, vraiment dans une idée de... je vais lui lire les bons livres avec des personnages féminins forts, ou ce que je faisais parfois, c'était quand je lui lisais un livre le soir, je changeais le sexe du héros pour dire que c'était une héroïne, comme ça il avait un peu de représentation dans les contes, etc., où je pouvais lui raconter l'histoire de Cendrillon, où Cendrillon était sauvé par une princesse, par exemple, et des trucs comme ça. Et puis, en fait,
Parmi les choses qui ont changé au fil des années au contact de mon fils, c'est que j'ai essayé d'arrêter en fait de le prendre de haut, d'arrêter d'essayer de lui imposer moi-même mes valeurs et mes idées féministes, et juste d'en discuter avec lui. Alors c'est évidemment beaucoup plus facile maintenant qu'il a 8 ans et pas 3, oui. Mais en fait, quand on pose la question de comment faire pour que nos enfants deviennent féministes, etc., ce que j'ai compris qui me gênait au final et qui rend la question très impossible à répondre, je crois. Au-delà c'est quand même mieux de juste lui parler du monde tel qu'il existe et évidemment lui parler du féminisme, lui dire que ça existe. Il y a cette idée que des gens se font des enfants comme... on pense toujours à leur futur et on ne pense pas assez à leur présent. Et moi, je pense que ce que sera mon fils plus tard, en fait, c'est pas ma responsabilité, c'est la sienne. Moi, je m'occupe de son présent. Je m'occupe déjà de faire qu'il passe un bon moment maintenant, que s'il a des questions, j'y réponds, on essaye d'y répondre ensemble. Et j'essaye d'en faire en fait, j'essaye pas d'en faire quelqu'un de bien, parce que c'est pas à moi de faire cet enfant. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'il a un toit, de lui tenir compagnie, de m'assurer qu'il mange et de répondre à ses questions. Et c'est pas de construire un être futur. Et je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs en considérant les enfants toujours comme ces espèces de créatures en devenir, créatures potentielles, etc. Et en fait, on passe à côté de ce qu'ils sont maintenant, et on les déresponsabilise aussi beaucoup. Et ça, c'est aussi un truc qui est aussi une raison d'être d'un point de vue féministe, c'est que en fait, en tant que mère, on nous tient responsables de ce que les enfants sont devenus et de ce que les adultes sont devenus. Il y a toujours des trucs, par exemple, quand il y a un attentat qui est commis, on dit mais qu'est-ce qu'elle a fait sa mère pour qu'il aille se faire sauter dans le métro ou je sais pas quoi. Et ça revient toujours, c'est toujours un peu la faute des mères en fait au final. Les pères sont responsables de rien. Bah non, et en même temps, souvent ils n'étaient pas là. Voilà. Et d'ailleurs, le problème, c'est l'absence des pères. on en parle souvent. Voilà. Et même, par exemple, l'an dernier, quand il y a eu des révoltes suite à l'assassinat de Naël par la police, un des réflexes de Macron et de son gouvernement, ça a été d'appeler en fait à la responsabilité des mères, de leur dire tenez vos fils. Et il y a un truc super patriarcal en fait dans tout ça, dans la façon dont tout le système s'appuie aussi sur la famille, sur les mères, sur les pères, pour essayer de maintenir cet ordre. Et en fait, moi, je veux pas être la mère qui empêche son fils d'aller faire la révolution parce que j'ai peur qu'il se fasse tabasser par les flics, même si dans les faits, j'aurais peut-être peur. Voilà, c'est un peu c'est un peu des sujets sur lesquels je commence à bosser maintenant aussi en vue d'autres projets que ce bouquin. C'est pas des trucs qui sont dans le bouquin et du coup c'est pas tout à fait carré. Tu l'abordes un petit peu dans le bouquin, c'est-à-dire que tu parles justement de ce slogan à un moment donné qui est pas faux, hein, sur le éduquer vos fils plutôt que d'apprendre à vos filles à se planquer, à se protéger, etc. Ne pas toujours porter la responsabilité sur les victimes des violences masculines,
et que il faut reporter la responsabilité sur les auteurs des violences masculines. Donc ce discours-là, et tu dis qu'il a une forme de... Il est juste, au sens où il faut remettre la responsabilité là où elle est. Maintenant, ce que tu expliques, c'est que c'est pas forcément par là que... ça suffira. L'éducation, l'éducation suffira pas. Déjà, il y a deux trucs. C'est vrai que éduquer vos fils, souvent, c'est un peu... encore une fois, une façon de remettre la faute aux mères. Si les fils sont pas des bons féministes et si c'est des agresseurs, etc., ça devait être la faute de leur mère. Je pense pas que ce soit un truc super féministe, encore une fois. Et par ailleurs, je pense que en fait, l'éducation, elle suffira pas tant qu'on vit dans un système où l'agression, le viol, le féminicide sont pas punis, ou en tout cas pas assez, pas bien, où on peut bien souvent s'en tirer en commettant des viols sans finir en prison, même si la prison, c'est un autre débat, encore une fois. Et on peut commettre tout un tas de choses sans être inquiété. Sans qu'il y ait de conséquences, en fait, je crois pas qu'il y a toute l'éducation du monde. Elle fera pas de nos fils des saints. Ça va rester des êtres humains faillibles. Et s'ils ont l'occasion de faire quelque chose et de s'en tirer sans conséquences, il y en aura forcément qui le feront. Et ça reste vrai c'est vrai aussi pour les femmes. Si on est dans un système aujourd'hui qui nous permet je sais pas, de vivre tout simplement vivre dans un pays occidental où notre mode de vie et notre mode de consommation détruit l'environnement. On peut faire la leçon aux gens et leur dire ouais, c'est pas bien, etc. Et il y en a une partie qui vont changer et qui vont essayer de faire un peu mieux, mais en fait tout le monde va. Faut pas faut pas s'attendre à ce que tout le monde ait la force morale, le temps, l'énergie de mener une vie super éthique. Il faut changer le système qui en fait en permet et limite encourage la violence, l'exploitation, etc. Et ce système, il restera toujours plus fort, je pense, que juste une bonne éducation. Merci beaucoup. On va prendre des questions. Merci. Il y a des questions au fond. Est-ce que tu peux faire passer le micro, Flore? Voici, il y a celui-là. Faut que tu appuies juste une fois. Rappuie. 1, 2, 1. Non, mais il marche. Excusez-moi. Non, déjà, je voudrais te remercier parce que je trouve ça tellement chouette d'entendre ce que tu as dit là sur l'éducation, sur le fait qu'on n'élevait pas forcément quelqu'un en devenir, mais il y a un truc qui est vraiment... Bon, j'ai passé la conférence sous la table à essayer de dire à mon fils de parler moins fort. Et, donc déjà, ça fait vachement de bien d'entendre ça. Et sur le fait que, oui, ça retombait toujours sur les mères. Je sais que moi, quand j'étais enceinte, je me suis acheté tous les bouquins du monde pour savoir comment avoir un enfant bien féministe. Ils sont tous entreposés dans un coin de mon salon. J'ai jamais eu le courage de les ouvrir parce que j'en avais juste par-dessus la tête d'être une bonne mère féministe. Parce que il y a toujours un truc très culpabilisant dans ça. Enfin, pas dans le fait, mais de se dire qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a toute une société. Donc, je trouve ça intéressant. Et voilà,
C'était pas vraiment une question, en fait. Moi, j'ai fait un truc de mec. C'était pas une question, c'était une remarque. Donc, voilà, merci pour ça. Et merci. Je crois que la remarque qui est plus qui est un merci plutôt qu'une contradiction, je pense que c'est quand même pas un truc de mec. Ça reste encore... Je t'absous. Je voulais ajouter un point. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc super culpabilisant c'est la responsabilité des mères de faire que les petits garçons soient des féministes. Et moi, pareil, je fais ce que je peux. Et après aussi, on n'est pas les seuls à les éduquer. Ils sont éduqués par la société dans laquelle ils vivent. Ils sont éduqués par l'école. Ils sont éduqués par tout ce qu'ils voient et toutes leurs interactions. Et ça fait que moi, j'ai eu beau... proposer et toujours dire à mon fils depuis qu'il était enfant que c'était possible d'aimer le rose, d'aimer les trucs de filles, qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Bah, aujourd'hui, il préfère les trucs de garçons. Et il n'y a pas de souci, mais il a que des amis garçons, etc. Du coup, j'ai pas le modèle du petit garçon trop... qui aime les licornes, etc. Et où les gens se disent en le voyant forcément « Oh, il doit avoir une mère féministe et tout ». Et des fois, il y a un petit côté, moi-même aussi, un peu honteux, quoi, de me dire « Putain, je suis là, je vais parler de mon livre et tout, et je suis une féministe. » Et mon fils, il est pas... Enfin, il a 8 ans, hein, il fait rien de très grave, mais il a invité à son anniversaire, il avait invité 8 copains et c'était que des copains, il n'y avait pas de copines. Et voilà. Moi, j'étais là, oh merde. L'homosocialité, c'est un truc très compliqué à résoudre. Hein. Ouais, ça commence déjà. Ça commence très très jeune, très ça tôt. Se maintient très longtemps. Moi, je suis enseignant, je fais des travaux de groupe avec mes élèves. Je ne force pas la mixité parce que des fois, ça n'a pas de sens. Mais en réalité, dans 85% des cas, il y a des groupes qui sont homogènes en termes de genre. Et c'est assez rare, les groupes mixtes. Et souvent, c'est pas toujours... c'est pas parce qu'ils ont choisi. C'est-à-dire que c'est vraiment peut-être des fois les derniers qui n'ont pas été pris ou qui se mettent ensemble. Mais c'est très, très compliqué. Hein. Et c'est quelque chose qui c'est très, très dur de lutter contre sans que ça soit complètement artificiel. Et donc il y a un chantier là-dessus et il y a un chantier à l'éducation nationale extrêmement important là-dessus. J'ai souvenir d'une formation sur les biais de genre dans l'éducation nationale qui a été la pire conférence auquel j'ai assisté, pas pour la conférencière qui était une excellente conférencière, mais le public des enseignants qui n'a aucun biais. On n'a aucun biais, nous. On sait, donc on n'a pas de biais. Et donc, on n'interroge pas plus les filles sur les leçons. On ne propose pas plus aux garçons de résoudre des problèmes. Et là-dessus, on a un travail très, très important à faire. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on le fasse d'abord sur nous-mêmes et qu'on est pris, justement, dans nos biais, dans le confort, quelque part, du genre. Ouais, c'est vrai que c'est un problème des fois avec l'éducation nationale où à chaque fois il y a plein d'études qui montrent que l'éducation nationale française en particulier est très forte pour reproduire les inégalités, voire les renforcer, alors que quand on demande aux profs et on les interroge, en plus ils sont parfaits, donc je sais pas. Parce que les profs se foutent des doigts dans les yeux, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci beaucoup. Hein, c'était super votre topo. Sur l'éducation, je suis d'accord avec vous. Hein, on ne peut pas reprocher aux parents de dire vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Alors en France, il y a quand même une vision très psychanalytique de toujours pointer la faute sur le père, la mère, et donc c'est pour ça, et patati patata. Donc ça, il faut vraiment déconstruire ça. Par contre, sur le plan de l'éducation, je pense que quand même...
par rapport à l'égalité homme-femme, les parents et les profs ont un rôle à jouer. Hier, on est quel jour là? Samedi. Jeudi soir, on était au Sirius. Là, il y avait un film, là, We Are Coming. Et dans ce film, qui parlait du féminisme, il y avait une interview hyper intéressante d'une prof de SVT qui montrait un film sur la reproduction humaine à ses élèves en déconstruisant les stéréotypes comme quoi finalement non, c'était pas le spermatozoïde le plus fort qui allait rentrer dans l'ovule, etc., avec un ovule passif, et c'était hyper intéressant ça. Et si tous les profs réfléchissaient à ça, je pense que l'éducation nationale a un rôle à jouer sur l'égalité homme-femme pour ne plus avoir de masculinité toxique. Mais c'est ce que je disais. Je vais peut-être, pour le coup, je vais me permettre de répondre. À l'heure actuelle, dans la formation des enseignants, il y a presque rien là-dessus. Sur un cycle, moi, de conférences que j'ai eu quand j'étais stagiaire, on a eu une dizaine de conférences sur un tas de sujets. Ça a été une conférence. C'est la seule conférence où le public a ostensiblement discuté et c'était impossible d'entendre la conférencière. C'est la seule conférence où le public est allé demander les sources de ce qui était dit, alors même qu'elles étaient dans le PowerPoint d'ailleurs. Mais alors que pour toutes les autres conférences, personne n'en a rien eu à cirer. C'est la seule conférence où il a fallu que des gens se lèvent et pour dire aux autres de se taire, parce que ça n'était juste pas audible. C'est la seule conférence où il y a des gens qui sont intervenus pour dire que c'était des bêtises, alors que c'était une sociologue, qu'elle citait des études, que c'était... mais c'était une excellente conférence. Donc, le problème, il est que ça repose sur des individus. Et l'exemple que tu cites, la droite, elle parle toujours de l'école en disant qu'on parle de genre en permanence. Mais c'est un mot qui n'est jamais prononcé. On n'en parle jamais. Les élèves, ils ne savent pas ce que c'est, le genre. Ils en connaissent les codes parce que la société leur apprend ce que c'est que d'être un garçon, une fille, etc. Et que si tu n'es pas dans l'une ou deux cases, tu es un bizarre, tu es un... mais le genre, il faut se souvenir de ce qui s'est passé quand il y a eu les abécédaires de l'égalité. Enfin, ça a été le carnage. On n'en parle jamais. Ouais, et je voulais juste dire aussi que je dis pas qu'il faut pas faire d'éducation. Je suis pas. Ce que mon propos, c'est plus de dire que ça ne suffit pas, et aussi que souvent, en fait, je vois ce discours chez certaines féministes de éduquer vos fils pour qu'ils soient pas comme les mecs de maintenant. Et non seulement je pense que ça suffira pas, mais aussi des fois ça vient dédouaner les mecs, parce que j'ai vraiment eu ce discours qui m'a été tenu par un mec qui se voulait féministe et tout, qui disait mais moi ce qui est dommage, c'est que en fait, comme j'ai pas eu cette éducation là, et ben ma mère, elle m'a jamais appris à faire la vaisselle. Et genre j'ai pas le réflexe de faire le ménage, etc. Et je suis désolé, du coup c'est une façon de toujours projeter le truc sur la génération précédente. Et des fois aussi ce discours qu'on nous dit genre mais les mecs de 50 ans, c'est trop tard pour eux, les mecs de 30 ans, c'est trop tard pour eux, mais la nouvelle génération qui a été éduquée par nous, qui sommes les meufs féministes de maintenant, on va réussir à en faire des mecs bien, etc. Et ça, je crois que toutes les générations se le sont dit et l'ont espéré, et on voit que en fait ça marche pas aujourd'hui. En plus, il y a plein d'études qui sortent sur les préjugés sexistes des jeunes générations, et il y a des choses très enthousiasmantes quand on interroge les jeunes filles. Mais il y a carrément du recul chez les mecs, notamment parce que ils sont exposés à de la propagande masculiniste sur les réseaux sociaux. Et donc, ce truc de l'éducation en fait, je veux pas qu'on attende
que les petits garçons d'aujourd'hui grandissent, je pense qu'on peut on peut un peu faire chier les mecs adultes d'aujourd'hui déjà. Est-ce qu'il y a encore des questions, s'il vous plaît? Pas de questions? Eh ben, écoutez, on va terminer là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a un chapeau si vous avez 3 sous à nous donner ou à donner à la marche pour financer la prochaine marche ou à nous donner au Havre des Luttes pour financer les prochains événements. Je vous remercie d'être venus. On vous remercie tous d'être venus aujourd'hui en nombre. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Merci à toi, Benjamin. Merci.